l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai, pour la SM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 11 de la saison 2 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM, avec aujourd'hui Christophe Buron, Manu Caillot et Fred Vernin. Messieurs, bonjour. Salut Martial. Salut Martial. Alors messieurs, la question du jour, comment Franck Azema doit-il gérer le déplacement à Toulouse ? Doit-il envoyer du lourd sur la pelouse du champion de France ou doit-il réintégrer les mondialistes à petite dose avant la confrontation face aux Harlequins en Coupe d'Europe ? Un tour de table rapide, Christophe ? Je dirais qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Manu ? Moi, je pense oui, effectivement, il faut les remettre les internationaux et envoyer une équipe solide. Il y a une Coupe d'Europe qui arrive très vite. Il faut se préparer avant cette échéance importante. Je suis d'accord avec mon voisin de droite. Tu disais à petite dose, moi je dirais même à grosse dose. Alors ce duel face aux Toulousains, il intervient dans un contexte particulier, puisque Manu et Fred, vous l'avez dit, il se déroulera une semaine avant le coup d'envoi de la Coupe d'Europe face aux Harlequins. C'est en effet le contexte qui pourrait inciter le staff clermontois à aligner une équipe qui se rapprochera très fortement de celle qui sera alignée qui jouera contre les Harlequins en suivant. Après, je pense pas que... Enfin, je pense pas. Je serai à la place de Franck Azema, je réintégrerai les internationaux selon leur état de forme, selon le temps de jeu qu'ils ont eu pendant cette période. Donc il faut faire du cas par cas. Il faut un peu du cas par cas, et je vois plus faire du cas par cas sur ce match à Toulouse qui ne revêt pas un enjeu capital en termes de points, en termes de bilan comptable. Par contre, ils ont besoin peut-être de retrouver des automatismes tous. Lopez, par exemple. Du rythme. Du rythme, je pense pas qu'il l'ait perdu. Parce que deux éléments, tu parlais de ce qu'il y a après, donc évidemment la Coupe d'Europe, mais parlons aussi de ce qu'il y a eu avant. Il y a eu une coupure de top 14, il y a eu des vacances pour les internationaux qui sont... Voilà, on imagine que les derniers entraînements et cette dernière semaine d'entraînement va être plus poussée au niveau du rythme, évidemment, pour se remettre tout de suite dans le tempo. Mais malgré tout, on est obligé de considérer ce qui s'est passé aussi avant. Et c'est pour ça que, à mon avis, il serait peut-être de bon ton de lancer, de remettre au niveau les internationaux. Oui. Surtout qu'ils n'ont pas encore joué cette saison, ils sont partis très tôt pendant l'été avec l'équipe de France pour préparer cette Coupe du Monde, donc du coup Franck Azema ne les a pas eu à disposition, donc même si le projet de jeu n'a pas évolué, n'a pas changé côté clermontois, je pense qu'il faut quand même reprendre certains automatismes, certains joueurs qui sont arrivés, l'effectif a un petit peu bougé, et pour rebondir à ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est qu'effectivement il n'y a pas forcément d'enjeu sportif sur ce match, c'est pas un match à la vie à la mort, donc justement à mon avis c'est la bonne opportunité, l'occasion est belle pour le staff clermontois pour relancer ces mondialistes avant justement cette échéance importante qui arrivera. Surtout que Toulouse est exactement dans la même situation. C'est ça qui est marrant d'ailleurs, que les deux équipes se retrouvent finalement dans un contexte qui est similaire. Toulouse va retrouver ses internationaux, certains de ses internationaux, et aura la Coupe d'Europe à jouer la semaine. Sauf que le contexte est différent à Toulouse dans la mesure où le stade reçoit et qu'il y a plus la pression du résultat c'est quand c'est un match à domicile. Oui, parce qu'on va rappeler que le Stade Toulousain est 11e pour l'instant au classement avec 14 points. Oui, 11e, sauf que s'il gagne avec le bonus, il revient au niveau de Clermont qui est 4e. C'est vrai que c'est tellement serré. Ce championnat. On va tout de même rappeler, messieurs, que Laidlaw et Nanaï Williams ont repris l'entraînement le lundi 28 octobre dernier. Peseli Yato, lui, est revenu le 30 octobre, je crois le mercredi. Et les autres mondialistes, à savoir donc Slimani, Turia, Lopez, Penaud et Raka, n'ont repris normalement qu'aujourd'hui. Oui, alors moi je reviens à la politique du cas par cas, comme tu disais. Donc tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Voilà, un garçon comme Arthur Ituria a besoin de jouer, ça c'est une évidence. Slimani, je pense qu'il peut faire le déplacement, mais bon, mieux sur le banc. Il a quand même pas mal joué. Penaud, un peu pareil. Lopez a peut-être besoin de jouer. Si on considère évidemment que Lopez est l'ouvreur pour la réception des Harlequins, voilà, c'est ça. Lui, par contre, il faut le faire jouer. Parlons aussi de la composition d'équipe en Coupe d'Europe. Peut-être que les internationaux ne sont pas forcément des titulaires indiscutables à leur poste. Oui, parce qu'on est quand même dans un club où il y a des doublures qui n'ont peut-être pas le statut international tout de suite au tenter, mais qui ont un niveau quasi équivalent à certains internationaux et très intéressant. Oui, surtout l'ouverture, ce qui n'était pas forcément le cas, on l'a déjà dit dans cette émission, les saisons précédentes avec Pato Fernandez qui était malheureusement pour lui souvent blessé. Là aujourd'hui, il y a une véritable concurrence au poste d'ouvreur.
Il y a une concurrence et puis entre Lopez et McIntyre. Ouais. McIntyre qui est la bonne surprise de tout le recrutement de ce début de saison, en fait, cette première partie de saison. Est-ce que le staff va lui faire confiance pour attaquer la Coupe d'Europe? Ça, c'est un autre débat. C'est pas évident. Ça va être intéressant d'ailleurs de voir cette première composition. Il y a quand même une petite pièce pour l'expérience du club et tout de Camille Lopez. Camille Lopez, bien sûr. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'à votre avis, Franck Azema prendra sa décision cette semaine, une fois qu'il aura revu les mondialistes, ou est-ce que déjà il je pense qu'il doit avoir un plan, mais il va peut-être aussi se donner quelques jours, au moins 3-4 jours cette semaine, pour voir dans quel état ils sont, et mentalement, et physiquement, comment ils ont récupéré de ces 3 mois d'absence, 4 mois par rapport au club. Comment ils ont digéré tout ça, ça... Et dans ce cas-là, comment ça se passe? Les joueurs. Des entretiens individuels ça se voit. Oui, il peut y avoir des entretiens, mais il y aura aussi le ressenti par rapport aux entraînements qu'il y aura. Et puis les garçons, oui, ils peuvent parler, ils peuvent dire voilà, je me sens bien, j'ai envie de jouer, j'ai les crocs, j'ai pas assez joué. Et d'autres qui peuvent montrer une petite lassitude par rapport à 4 mois, c'est pas anodin quand même. Faut préciser qu'on s'est souvent amusé ici à enfiler le costume de Franck Azema, qui est sans doute un petit peu trop grand pour nous, pour nos frêles épaules. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que Franck Azema s'est rarement trompé quand même sur ses choix. On a souvent parlé de ses compositions d'équipe à faire avant des grandes échéances. Faut-il faire tourner? Faut-il mettre les titulaires? Globalement, et cette saison le prouve, je pense notamment au déplacement à Bordeaux, où il y avait une impasse très claire de fait, et résultat suivant avait prouvé que c'était sans doute le choix payant. Franck Azema se trompe rarement. Là, l'impasse, ça peut être faite, sauf qu'il y a ce match Harlequins qui arrive juste derrière. Voilà, le contexte est cher à Fred et particulier. À part il y a ce match à Toulouse, et après on va rentrer dans le premier très gros bloc de la Coupe d'Europe. Les 4 matchs sont assez rapprochés cette année. Complètement. Il n'y a qu'un match de top 14. Plus tard, Ça débute plus tard. Avant, il y avait au moins un mois d'écart entre la 2e et 3e journée. Là, il n'y a qu'une semaine. Il y aura juste la réception d'agents et après on replonge. Une poule assez dense en plus. Une poule dense, homogène. Où, évidemment, il faut gagner les matchs à domicile. Ça va être compliqué. L'ASM commence à domicile. Le premier match sera à domicile. Contre l'Harlequins ce samedi. Le samedi 16. C'est 6 journées, donc forcément, mais il ne faut pas traîner en route. Faut pas se rater. Et en plus, avec ce premier match à domicile, avec la pression qu'on connaît, donc c'est pour ça, à mon avis, le match de Toulouse offre une bonne répétition. D'ailleurs, la Coupe du Monde a aussi un impact, on ne l'a pas précisé, mais pour les futurs adversaires européens de l'ASM, je pense aux Harlequins et surtout aux Saracens. Mais non, je dis une bêtise, qui sont pas. Non, c'est BAF. Pardon. D'autres échéances, et de base, chacun a des internationaux. Pas beaucoup, c'est pas. Ils en ont 3, si je pense que l'équipe qui doit se frotter les mains aujourd'hui, c'est le Racing. C'est le Racing qui va attaquer au Saracens, je crois, il me semble, sa Coupe d'Europe. Saracens, ils sont impactés. Il y avait 8 joueurs, je crois, dans les 23 finalistes. 8 joueurs qui étaient sur la feuille de la finale. Si je vous suis, donc ça veut dire que Franck Azema ne lancera pas un joueur directement en Coupe d'Europe sans passer par la case Toulouse. Pas un joueur. Pas un mondialiste. Un mondialiste, ça va être compliqué. Moi, je pensais par exemple à Yato. Yato, il a le profil pour débuter à Toulouse. Il a arrêté sa Coupe du Monde il y a maintenant. Il y a 3 semaines, même plus que ça. Pas loin. 3 semaines. Bon, après, comment il est rentré, en quel état physique il est rentré de sa petite escapade au Fidji pour se marier, ça c'est un autre problème. Et alors, question subsidiaire, mais quid de Wesley Fofana, qui a donc été blessé contre l'Italie le 30 août dernier en match de préparation. Est-ce que... Aux dernières nouvelles, il est au soin. Il a tweeté qu'il avait fait un entraînement la semaine dernière, il était content. Mais je ne crois pas qu'on le revoie tout de suite. Je miserais plutôt sur un délai de 2 à 3 semaines supplémentaires. Prudence est toujours de mise quand on parle de Wesley Fofana. Bien messieurs, nous allons clore ici le débat et nous allons passer à l'info du jour. Alors il s'agit d'un transfert. Christophe hausse les sourcils. Le transfert d'un certain Benjamin Kayser qui passe de TF1 à France Télévisions. L'ancien talonneur de l'ASM Clermont a commenté plusieurs matchs de Coupe du Monde qui vient de s'achever par la victoire donc, de l'Afrique du Sud, et il a séduit la direction de France Télévisions qui a donc décidé de l'intégrer à sa team rugby auprès d'un certain Dimitri Yachvili qui lui aussi officiait sur TF1. On en a déjà parlé, mais ça c'est une bonne pioche. C'est pas une surprise. On a eu l'occasion de dire qu'il s'était révélé à ce nouveau job pour lui. Tout le monde lui prédisait cette après-carrière quand même. Tout à fait, il fallait transformer l'essai, il fallait qu'il prouve que
ses prédispositions étaient compatibles avec. Mais je trouve que par rapport à une chaîne grand public comme il a vraiment un discours pédagogique, il a un commentaire qui est pédagogique, qui reste naturel, tout à fait, qui est fluide et qui tout en gardant une certaine expertise, évidemment, un côté passionné, une expertise, un côté passionné. Et puis là, pour l'expertise, il l'avait, ça on le savait, il connaît les règles. Et le choix de France Télévisions est assez naturel, parce qu'il aurait pu, évidemment, il était convoité, on le sait, par Canal+, sauf que Canal+, ça vous oblige à être là sans doute tous les week-ends ou pas loin, évidemment, avec le championnat. Et lui, on sait qu'il a ses études en Angleterre, notamment, il a tout un tas de choses. Je pense que le calendrier est un petit peu moins exigeant, même pour un consultant, le calendrier est moins exigeant. Chronophage. Voilà. Le mieux, ça aurait été de rester sur TF1 et de faire la Coupe du Monde tous les 4 ans, mais là... On verra en 2023. Ça rapporte moins. Allez, vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz, messieurs, mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. Ton top, Christophe, s'il te plaît. Mon top, c'est la mêlée sud-africaine, qui m'a bien fait plaisir parce que ça prouve que ce sport reste sur des bases et des fondamentaux qui étaient soi-disant un petit peu en danger avec les nouvelles règles. C'est vrai qu'on se posait des questions. Là, je crois que la règle de la mêlée a évolué entre 3 et 4 fois ces 10 dernières années. Mais alors, ça prouve que c'est une phase de conquête qui a une importance énorme. Et elle tient aussi beaucoup, et je tiens à le souligner, à la façon dont elle est arbitrée. On sait par exemple qu'un Nigel Owens est moins enclin à arbitrer ce qu'on appelle arbitrer les mêlées, c'est-à-dire être... il laisse jouer. Il laisse plus jouer. Et Jérôme Garcès a été plutôt strict et cohérent là-dessus. Il a vraiment sanctionné l'équipe qui subissait en mêlée. Juste une petite parenthèse, certains auraient aimé qu'il arbitre de la même façon la finale du top 14. Voilà, la balle à gauche. Je sais pas. Allez, ton top, Manu, s'il te plaît. Je vais parler du Stade Aurillacois. Ça va faire plaisir à nos collègues Jean-François Nunez et Vincent Balmis. Mais ils ont gagné avec le bonus contre Provence vendredi soir, une victoire importante, surtout quand on voit les résultats des autres équipes en bas du classement. Elle était primordiale, cette victoire, pour les Cantaliens qui étaient avant-derniers avant cette journée. Et voilà, malgré des conditions compliquées, ils ont su bâtir leur victoire petit à petit en allant chercher ce bonus lors des 20 dernières minutes. Je crois qu'ils marquent les 3 essais entre la 60e et la 80e. Donc voilà, 5 points qui font du bien. Et avant un gros déplacement. Voilà, d'aller enchaîner avec ce déplacement face à notre concurrent là, pour le maintien. Valence Roman, vendredi. Et après avoir gagné à Rouen, ce serait bien de faire le doublé. Celui-là vaut très cher. Voilà, qui a gagné en plus ce week-end. Effectivement, qui a battu Soyo, et ce serait bien de pouvoir battre l'autre promu, Valence Roman. Fred, ton top. Alors mon top, c'est Sia Colissi. Bon, c'est pas très original après une finale de Coupe du Monde. Saluer le capitaine qui a soulevé la coupe, mais c'est la belle histoire. C'est la belle histoire, voilà, de ce premier capitaine noir de l'équipe sud-africaine. Alors, je déteste quand on fait ces raccourcis là en général, sauf que s'il y a un pays où ça a quand même une importance très symbolique, c'est bien l'Afrique du Sud. Je pense que oui, une signification. Je pense que même nous, on la mesure pas en tant que Français, en tant qu'Européens, on la mesure pas suffisamment, mais en Afrique du Sud, c'est quelque chose de considérable. Il a une histoire particulière, son parcours, il parlait pas anglais jusqu'à l'âge de 12 ans. Voilà, le rugby l'a mené à un parcours de vie qui est assez extraordinaire. Et voilà, cette apothéose qu'on a connu samedi est une magnifique histoire. On fera sûrement quelque chose. Certainement. On peut s'y attendre. Ton flop, Christophe. Mais mon flop, il a trait à une information. C'est une information qui est un peu confirmée par nos confrères du milieu olympique ce matin, qui avait fuité un petit peu au printemps. C'est l'arrivée d'un fonds d'investissement américain qui s'appelle CVC Capital Partners, qui est en train d'acheter par appartement le rugby européen, le rugby professionnel, et c'est clairement un danger pour la visibilité du rugby, alors évidemment, on va voir arriver peut-être des sommes considérables qui vont se rapprocher de plus en plus du foot. Mais on parle de Coupe d'Europe menacée, de ligues fermées, qui sont des dangers potentiels qui peuvent mettre en péril les bases même de ce sport. Et notamment, pour l'instant, ils ne s'intéresseraient pas au top 14, mais s'ils venaient à acheter une compétition comme celle-ci, il y a certains clubs qui auraient du souci à se faire. Et même le tournoi, si le comité du tournoi se lie avec ce fonds d'investissement, j'ai peur que tout le monde n'ait plus accès aux images du tournoi à destination, et ça serait vraiment assez dramatique pour ce sport. Ce qui prouve que les reins, si j'ose dire, des instances sont pas aussi solides qu'on peut le croire. Il y a beaucoup de fédérations qui sont économiquement très très faibles, qui ont de grosses difficultés.
Et évidemment, de voir arriver des millions, voire des milliards par... Donc il risque fort de répondre aux sirènes C'est ça. C'est qu'à craindre. de la monnaie sonnée et trébuchante. Comment on dit déjà Sonnante et trébuchante. Sonnante et trébuchante. Je vais y arriver. Allez, il va être temps qu'on arrête. Manu, ton flop, s'il te plaît. On en a parlé tout à l'heure. Mon flop sera pour TF1. De manière générale sur la diffusion de cette Coupe du Monde. Je n'évoquerai pas les commentaires, mais il y a eu de bonnes surprises. On parlait de Benjamin Kaiser, mais il y a eu des choses aberrantes. Moi, désolé, mais on en a déjà parlé, mais ces coupures pub avant le coup d'envoi, non merci. Et il y avait eu un match aussi qui avait basculé en pleine deuxième mi-temps d'un match à l'autre, d'une chaîne à l'autre. Donc, voilà. C'est vrai que c'est violent là, d'avoir le God Save the Queen, d'avoir les poils qui se dressent et puis d'avoir la pub pour le papier toilette dans la foulée, c'est effectivement un petit peu délicat. Mais encore une fois, on parlait de l'argent à l'instant avec Christophe. Business, mon frère. Voilà, il faut remplir les caisses. Il faut rentabiliser, mais malheureusement, c'est le téléspectateur qui en pâtit. Mais ils n'ont pas rentabilisé parce que visiblement, ils ont perdu de l'argent. C'est pas rentable. Fred, alors, mon flop, il recoupe le top de Christophe. Curieusement, c'est sur l'Afrique du Sud et plutôt la perception de beaucoup de gens vis-à-vis de l'Afrique du Sud. On a dit que c'était quelque part décevant de voir cette équipe sud-africaine triompher. Vous verrez, beaucoup de gens le pensent. Non, sûr, Effectivement, c'était une opposition de style très claire en finale, mais je trouve, comme Christophe, que c'est plutôt rafraîchissant de voir qu'on peut encore gagner des matchs sur des mêlées, sur la conquête, sur le combat. Ils se faisaient peut-être lâcher sur les matchs d'avant, pas forcément sur la finale. Même sur la finale, c'est vrai que c'était il y a ces 2 essais de fin de rencontre qui sont très sympas. Mais au moins il y a eu 2 essais. Les 2 derniers vrai. sacres de l'Afrique du Sud, c'était conclu par 2 matchs sans essai. Mais quand bien même, j'ai envie de dire, chacun joue avec ses armes. En plus, c'est pas quelque chose qu'ils ont inventé, c'est dans leur culture. Ils ont cette culture du combat, cette culture de la mêlée. Moi, je trouve ça plutôt rafraîchissant et je trouve ça très bon aussi pour ce sport. Les racines de ce sport, c'est aussi tout ça. Et qu'on ait des oppositions de style en finale, c'est une très bonne chose. Et la morale de tout sport, c'est celui qui gagne a toujours raison. Donc, qu'importe la méthode, là, quand tu as gagné, celui qui a perdu a le droit de se faire. Bravo à eux. Donc. Ce podcast est bientôt terminé, mais avant de nous quitter, place au quiz comme d'habitude. Alors, pour débuter, messieurs, je vais vous demander de trouver le nom d'un joueur à travers son parcours. On l'a déjà fait. Je vous donne une liste de clubs et cette liste correspond donc à un joueur. Si je vous dis Toulouse, Castres, Clermont et Bordeaux-Bègles. Lamera. Vous me répondez Lamera. Rémi Lamera. Exact. Autre joueur à trouver à travers son parcours. Si je vous dis Auch, Agen, Clermont, Biarritz et Brive. Dambiel. Non, pas Dambiel. Minardi. Oui, Miniardi. Je l'ai assez dit Dambiel. Je vais essayer de ne pas en parler pendant au moins 3 mois. Allez, je vous propose maintenant de jouer au jeu des enchères. Là aussi, vous avez un petit peu l'habitude. Le 9 juin 2001. Le Stade Toulousain bat l'ASM en finale du championnat de France, 34-22. Combien de joueurs de l'ASM qui figurent sur la feuille de match ? J'ai bien dit la feuille de match, vous êtes capable de me citer. Il y en a donc 22. Pas de nom pour l'instant. Vous me dites chacun votre tour combien de noms vous êtes capable de me citer. Celui qui gagne les enchères pourra donc se lancer. Fred, combien de joueurs ? Je commence à 4. Tu commences à 4 ? 4 sur 22. Manu. C'est pas le 15, c'est le groupe entier, la feuille de match. C'est vrai que la dernière fois j'avais demandé les 15, je crois, mais là c'est les 22. Donc, je veux dire 21. Alors non, je plaisante. Non, je reste sur 4 pour l'instant. Y compris feuille de match. Donc 4. Non, je laisse. Tu laisses. 10. 10. Oh là là, quel panache. Tout de suite. Ah bah je suis dans le panache. Je pensais qu'il y aurait un peu de ping-pong, mais à 10, je laisse. Tu laisses. Non, je laisse. Bon, tu étais à la finale de 2001 ? Je crois, oui. Ah ouais. Alors vas-y, 10, donc j'ai la liste. Bon, je vais dire Pedrosa. Alors Pedrosa, c'est bon. Donc 1. Je dirais Galasso. Galasso, 2. Je dirais Tolofua. Tolofua, bon, il y a déjà la première ligne. Donc 3. Il en reste 7. Je dirais Éric Lecomte. Éric Lecomte, ça fait 4. Je dirais Olivier Magne. Olivier Magne, ça fait 5. Je dirais Selborn Boom. Selborn Boom. Alors là, oui, effectivement. Ça fait bravo, 6. Christophe. Peut-être Alexandre Audebert. Il en reste 4. Audebert est également de cette finale. Alejandro Troncon. Ça fait 7. Troncon, 2000 mêlées, donc ça fait 8. Il en reste 2. Sébastien Viars. Sébastien Viars, qui était
sur le banc. Sur le banc. Oui. D'accord. Mais ça compte. Ça Donc compte. il en reste un. Il en reste un. Je vous le fais. Ah, quand même. Johnny Ngomo. Oui, celui-là, oui. Sinon, bah. Il y en a un facile, quand même. Rougerie, Bah voilà, mais je garde. Voilà, Nado, Nado, Rougerie. Eric Nicole. Eric Nicole qui était était sur le banc, c'était son. Et bah c'est parfait, donc les 10 sont là. Allez, on termine avec une dernière question. Pour terminer, je vais vous demander de trouver le nom d'un joueur à travers son CV. On n'a pas de charade là cette semaine, je suis déçu. J'étais pas inspiré. Je suis né le 30 mai 1972. J'évolue au poste de pilier. Je compte 13 sélections en équipe de France de 1997 à 1999. J'ai disputé mon premier match avec les Bleus le 22 octobre 1997 face à l'Italie. Formé à Béziers, j'ai posé mes valises à Clermont en 2003 après avoir gagné la Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain. Bravo. Cédric Soulette. Stan. Bravo Manu. Bravo. Et il avait gagné contre Perpignan, si je dis pas de bêtises. En 2003. Finale de Coupe d'Europe. C'est ça, c'est le jour où Guinoves s'est retrouvé en prison. Ah oui, c'est vrai. Les fameuses photos. C'est vrai que c'était en Angleterre, c'est ça. Il s'est fait embarquer. C'était en Édimbourg, non? Ou Lansdowne Road? Je me souviens plus. Enfin bref, mais il s'est ressorti sur Twitter récemment. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup. C'est maintenant terminé ce podcast. Vous pouvez télécharger cet épisode sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Messieurs, merci beaucoup. Et merci. Merci. Salut. À bientôt.